Assassinat de Louis XVI, prémédité par la franc-maçonnerie en 1785. D'après La franc-maçonnerie et la Révolution française, par Maurice Talmer, paru en 1904. Quel a été, en 1789, en 1792 et en 1793, le rôle exact de la franc-maçonnerie dans la Révolution française, s'interroge en 1904 l'historien et essayiste Maurice Talmer. Rapportant que la franc-maçonnerie consiste dans un premier temps et en apparence surtout en bal, en banquet et en démonstration de bienfaisance, il explique qu'il s'agit d'une simple façade, les philosophes des Lumières, et en tête Voltaire, s'appliquant méthodiquement à maçonniser les hautes classes de la société afin de préparer la Révolution et le renversement du régime monarchique, tandis qu'en 1785, un congrès de la franc-maçonnerie prémédite l'assassinat du roi Louis XVI. Les documents authentiques, émanant de la maçonnerie elle-même, ne peuvent pas, on le comprend, ne pas être rares sur le rôle exact de la franc-maçonnerie dans la Révolution française, écrit Maurice Talmer. Une société secrète ne serait pas une société secrète si elle ne prenait pas le plus grand soin de cacher tout ce qui peut renseigner sur elle, et les témoignages positifs, là où par principe on les supprime, ne peuvent nécessairement pas abonder. Néanmoins, si le véritable témoignage nous fait souvent ainsi défaut, il n'en est pas de même de certains faits singulièrement saisissants et qui en arrivent, rapprochés les uns des autres, à produire une lumière presque aussi probante que la lumière même des documents. Or, ces faits-là sont innombrables, et la démonstration qui en résulte, c'est qu'il n'est peut-être pas une seule des grandes journées de la Révolution qui n'ait pas été plus ou moins longtemps à l'avance machinée et répétée dans les loges, comme on répète et comme on machine une pièce dans un théâtre. Suivez donc avec un peu d'attention les faits qui vont vous être exposés et vous verrez comme de vos yeux tout un pays violemment transformé par la plus évidente des conspirations en une immense et véritable loge. Vous le verrez jeté par force dans toute une succession d'épreuves maçonniques graduées, dont les premières dissimulaient soigneusement le secret final, mais dont la dernière, dès le début, avait toujours dû être le meurtre du roi, pour aboutir au but suprême et caché, c'est-à-dire à la destruction de la nationalité elle-même. Avant d'en arriver aux faits particuliers, nous constaterons d'abord un grand fait général, c'est que l'histoire de la Révolution a toujours joui jusqu'ici du privilège singulier d'être acceptée comme histoire, sans que personne, au fond, l'ait jamais expliquée. D'après les documents les moins niables, et contrairement à une légende audacieusement fabriquée, la nation française, comme masse populaire, en dehors d'une certaine noblesse, d'un certain clergé et d'une certaine bourgeoisie, était alors profondément catholique et royaliste. Au moment même où on massacrait les prêtres, où l'on détruisait avec le plus de rage tout ce qui était de la religion traditionnelle, on avait dû renoncer à interdire les processions dans Paris, où le peuple, comme l'établissent aujourd'hui les témoignages les plus précis, obligeait en pleine terreur les patrouilles de sectionnaires à rendre dans la rue les honneurs au Saint-Sacrement. Taine, dans la Conquête jacobine, explique qu'alors, si un prêtre portant le viatique passe dans la rue, on voit la multitude accourir de toutes parts pour se jeter à genoux, tous, hommes, femmes, jeunes et vieux, se précipitant en adoration. Le jour où la châsse de Saint-Leu est portée en procession rue Saint-Martin, tout le monde se prosterne. Je n'ai pas vu, dit un spectateur attentif, un seul homme qui n'ait ôté son chapeau. Au corps de garde de la section Mauconseil, toute la force armée s'est mise sous les armes. En même temps, les citoyennes des Halles se concertaient pour savoir s'il n'y aurait pas moyen de tapisser. Dans la semaine qui suit, elles obligent le comité révolutionnaire de Saint-Eustache à autoriser une autre procession, et, cette fois encore, chacun s'agenouille. Quant au culte envers le prince, poursuit Talmer, il se prouve par les manifestations mêmes dirigées contre sa personne. Pendant 2 ans, la Révolution se fait au cri de « Vive le roi ». Ensuite, la plupart même des hommes et des femmes d'émeute, soldés pour outrager le souverain, sont tout à coup ressaisis, en face de lui, de l'insurmontable amour de leur race pour le descendant de ces monarques. Toute leur exaltation, en sa présence, tourne, comme en octobre 1789, en respect et en tendresse. Que voit-on
au retour de Varennes pendant que la famille royale prend son repas. On voit le député révolutionnaire Barnave se tenant respectueusement debout derrière le roi et le servant comme un valet de chambre. Et ce sentiment catholique et royaliste, presque général à cette époque, se confirme de façon certaine par les chiffres même des élections. Dès 1790, les ennemis de la religion et de la monarchie ne sont plus élus partout que par le 10e, puis par le 15e, puis par le 20e des électeurs. Taine constate à Paris, aux assemblées primaires de 1791, un an déjà avant le 10 août, plus de 74 000 abstenants sur 81 200 inscrits. N'est-il pas rigoureusement vrai, en conséquence, que la Révolution, considérée comme mouvement national, ne peut pas s'expliquer? On comprend une nation comme l'Amérique, chez qui la domination anglaise est impopulaire et qui s'en débarrasse. On ne comprend pas une nation qui a la religion et la monarchie dans le sang, qui les veut, qui ne veut qu'elles, et qui les renverse avec fureur. Et cette révolution-là est tellement inexplicable que tous les historiens, quels qu'ils soient, renoncent en réalité à l'expliquer, car les explications par la fatalité, la providence, la force des choses, le châtiment divin ou l'anarchie spontanée, les seules qu'on nous ait encore données, ne sont pas des explications. Plus loin, notre essayiste s'interroge. Où en était au XVIIIe siècle la franc-maçonnerie en France? Elle y daterait exactement, d'après ses propres annuaires, de 64 ans avant la Révolution, de 1725, et ses deux premiers grands maîtres auraient été deux Anglais, Lord Derwentwater et Lord Arnwester. Elle est ensuite présidée par un grand seigneur français, le duc d'Antin, puis par un prince du sang, Louis de Bourbon, comte de Clermont, puis de 1771 à 1793 par le duc de Chartres, plus tard duc d'Orléans, et plus tard encore Philippe Égalité, père de Louis-Philippe, roi des Français de 1830 à 1848. Comme en témoigne la liste de ses grands maîtres, la franc-maçonnerie, dans la période immédiatement antérieure à la Révolution, ne cesse pas de suivre, malgré ses crises, une marche ascendante rapide. Elle devient à la mode, finit par faire fureur, et le Grand Orient en arrive à créer ces fameuses loges d'adoption où les femmes étaient admises. Les récipiendaires femmes, nous apprend M. Dalméras, auteur d'une histoire de Cagliostro, et qui ne semble l'ennemi ni de Cagliostro ni des loges, sont des actrices, des danseuses, des bourgeoises ou des grandes dames sans préjugés. Alors, en résumé, la franc-maçonnerie, au moins en apparence, consiste surtout en bals, en banquets, en démonstration de bienfaisance. En 1775, la duchesse de Bourbon recevait le titre de grande maîtresse de toutes les loges d'adoption de France. Le duc de Chartres l'installait lui-même dans ce pontificat féminin, au milieu de fêtes magnifiques, et on faisait une quête à la fin du banquet en faveur des pères et mères retenus en prison pour n'avoir pas payé les mois de nourrice de leurs enfants. Telle est, pendant toute cette période, la façade de la franc-maçonnerie. Elle est à la fois somptueuse et amusante, avec la promesse d'un mystère, probablement inoffensif, et peut-être même agréable à l'intérieur de la maison. Sous prétexte de philanthropie, on s'y divertit énormément. On s'y mêle entre gens de la bonne société et de la moins bonne, dans l'illusion d'une égalité sociale qui ne manque pas toujours de piment. On se donne la sensation d'une vie en double, où l'on s'appelle de noms de guerre, en échangeant des mots de passe. On se procure le petit frisson d'attendre quelque chose de secret qui sera peut-être défendu. On joue en grand, en un mot, à ces jeux innocents qui ne le sont pas toujours, et un prodigieux enjouement jette toute la société dans ce jeu-là. Les plus honnêtes gens s'en mettent, et Marie-Antoinette écrit à cette époque à Madame de Lamballe « J'ai lu avec grand intérêt ce qui s'est fait dans les loges franc-maçonniques que vous avez présidées, et dont vous m'avez tant amusé. Je vois qu'on n'y fait pas que de jolies chansons, et qu'on y fait aussi du bien. N'existait-il donc cependant aucun motif de se méfier? Si, et certains États, dès le milieu du XVIIIe siècle, chassaient assez rudement ces francs-maçons qui s'attachaient en France avec une si extraordinaire activité à amuser les Français, à les faire danser, à chatouiller leur frivolité. Le pape Clément XII, en outre, avait lancé contre eux une bulle assez suggestive, dans laquelle il les comparait aux voleurs qui percent la maison. On pouvait donc, dès ce moment-là,
ne pas déjà voir dans les loges de simples lieux d'amusement comme la malheureuse Marie-Antoinette. Une société maçonnisée, c'est donc bien celle qui précède immédiatement la Révolution. Elle s'est maçonnisée pour s'amuser, mais elle s'est maçonnisée. C'est l'atmosphère en dehors de laquelle il ne faut pas même essayer de voir cette époque, sous peine de n'en rien voir de vrai. Et Thalmer d'expliquer que le maçonnisme, des 30 ou 40 ans avant 1789, est si bien déjà devenu l'ambiance générale que les philosophes, en réalité, ne répandent pas simplement leur philosophie par leurs écrits, mais se conjurent maçonniquement pour la répandre et dans le sens rigoureux du mot. Écoutez Voltaire dans sa correspondance. « Il faut, écrit-il, agir en conjuré, et non pas en zélé. Que les philosophes véritables fassent une confrérie comme les francs-maçons. Que les mystères de Mithra ne soient pas divulgués. Frappez et cachez votre main. » En 1789, entre les atrocités de la prise de la Bastille et celles des massacres d'octobre, un certain Leroy, lieutenant des chasses royales, s'écriait avec des sanglots lors d'un dîner qui avait lieu chez Dangevilliers, intendant des bâtiments du roi: « J'étais le secrétaire du comité à qui vous devez cette révolution, et j'en mourrais de douleur et de remords. Ce comité se tenait chez le baron d'Holbach. Nos principaux membres étaient d'Alembert, Turgot, Condorcet, Diderot, Laharpe et ce Lamoignon qui s'est tué dans son parc. La plupart de ces livres que vous avez vus paraître depuis longtemps contre la religion, les mœurs et le gouvernement étaient notre ouvrage, et nous les envoyions à des colporteurs qui le recevaient pour rien, ou presque rien, et les vendaient au plus bas prix. Voilà ce qui a changé ce peuple, et l'a conduit au point où vous le voyez aujourd'hui. Oui, j'en mourrais de douleur et de remords. » Les lettres de Voltaire, en date de mars 1763, confirment ces faits. Pourquoi les adorateurs de la raison, écrivait-il alors à Helvétius, restent-ils dans le silence et dans la crainte? Qui les empêcherait d'avoir chez eux une petite imprimerie et de donner des ouvrages utiles et courts dont leurs amis seraient les seuls dépositaires? C'est ainsi qu'en ont usé ceux qui ont imprimé les dernières volontés de ce bon et honnête curé Mélier. Et il ajoute: on oppose ainsi aux pédagogues chrétiens et aux pensez-y bien de petits livres philosophiques qu'on a soin de répandre partout adroitement. On ne les vend point, on les donne à des personnes affidées qui les distribuent à des jeunes gens et à des femmes. En réalité, poursuit Maurice Thalmer, la conjuration philosophique n'avait que très peu perverti le peuple, et par une excellente raison, c'est que le peuple ne savait pas lire. Elle avait surtout empoisonné les hautes classes. Mais cette philosophie, qui est une conjuration, et qui machine dans le mystère, avec des masques et des trahisons, l'application de ses préceptes, n'est-elle pas, pour une époque, toute une caractéristique? Notre essayiste rapporte la tenue à Wilhelmsbad, en Allemagne, en 1781, d'un grand congrès de la franc-maçonnerie universelle, où les délégations arrivaient en masse, de France, de Belgique, de Suède, d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne, d'Amérique, de tous les points du globe. Est-il exact, comme on l'a dit, qu'on ait arrêté 10 ans d'avance, dans cette tenue de Wilhelmsbad, la mise à mort de Louis XVI et presque toute la terreur? On peut affirmer, dans tous les cas, que 3 ans plus tard, la mort du roi de Suède et celle de Louis XVI étaient décidées dans une tenue de Francfort, en 1785, comme l'atteste une lettre du cardinal Mathieu, archevêque de Besançon. « Il y a dans mon pays, écrit le cardinal Mathieu, un détail que je puis vous donner comme certain. Il y eut à Francfort, en 1785, une assemblée de francs-maçons où furent convoqués 2 hommes considérables de Besançon, qui faisaient partie de la société, M. de Raymond, inspecteur des postes, et M. maire de Boulignet, président du Parlement. Dans cette réunion, le meurtre du roi de Suède et celui de Louis XVI furent résolus. Messieurs de Raymond et de Boulignet revinrent consternés, en se promettant de ne jamais remettre les pieds dans une loge et de se garder le secret. Le dernier survivant l'a dit à M. Bourgon. Vous avez pu en entendre parler ici, car il a laissé une grande réputation de probité, de droiture et de fermeté parmi nous. Je l'ai beaucoup connu, et pendant bien longtemps, car je suis à Besançon depuis 42 ans. Ce qu'on sait aussi, et avec certitude, c'est que la réunion de Wilhelmsbad
avait un épilogue dans le genre des révélations désespérées du malheureux monsieur le roi. Le comte de Virieu, sur qui les illuministes avaient cru pouvoir compter, et qui avait fait partie de la délégation française, revenait terrifié du congrès, déclarait quitter la secte et disait au baron de Gillier « Je ne vous révélerai pas ce qui s'est passé. Ce que je puis seulement vous dire, c'est que tout ceci est autrement sérieux que vous ne pensez. La conspiration qui se trame est si bien ourdie qu'il sera pour ainsi dire impossible à la monarchie et à l'Église d'y échapper. » Enfin, c'est également encore à cette époque que l'écrivain Cazotte, qui avait appartenu aux illuministes français, alliés à la franc-maçonnerie, faisait un soir dans un dîner cette soi-disant prophétie dont la réalisation devait évidemment comporter une part de coïncidence, mais qui était aussi avant tout, comme celle de Cagliostro, et sans aucun doute possible, de l'information anticipée. Il disait aux convives, qui s'en amusaient beaucoup, 3 ou 4 ans avant 1789, « Vous, monsieur Bailly, et vous, monsieur de Malesherbes, vous mourrez sur l'échafaud. Vous, madame, on vous conduira en charrette, les mains liées derrière le dos, à la place des exécutions. » « Mais, monsieur le prophète, lui répondait en riant la duchesse de Gramont, ne me laisserez-vous pas au moins un confesseur ? » « Non, madame, non, lui répondait Cazotte énigmatique, non, vous n'en aurez pas, et le dernier supplicié qui en aura un, ce sera le roi, rapporte Louis Blanc dans son histoire de la Révolution française.